Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bonjour Nolwenn et bienvenue sur le podcast. Bonjour Florence, je suis ravie d'être là. Et moi donc, depuis le temps qu'on en parlait. On va faire les choses dans l'ordre. Comme d'habitude, je vais te demander dans un premier temps de te présenter s'il te plaît. Alors, je suis donc Nolwenn, j'ai bientôt 52 ans. Et pour me présenter, j'ai envie de dire que ce qui compte dans ma vie, c'est ma famille avec mes 2 enfants et mes 2 toutous, mais aussi, mon sport, je suis très sportive et les voyages. Pour me définir, je peux aussi te dire que je dirais que je suis quelqu'un de très, très sociable et que ce qui me nourrit, c'est vraiment les échanges avec les autres. Voilà. C'est marrant parce que souvent, en fait, j'y pense parce que demain, j'enregistre un épisode en tant qu'invité sur notre podcast au sujet de l'ambition. Et l'une des premières questions dans la préparation, c'est comment te présentes-tu et est-ce que tu fais un lien avec ton travail? Et généralement, quand on se présente, on dit, bah, moi, ce que je fais dans la vie, c'est, et notamment là, en plus, on est sur un podcast de reconversion. Et toi, tu l'as pas fait. Je trouve ça super intéressant de se définir autrement aussi que par son travail. Même si là, en l'occurrence, je vais te poser la question. Que fais-tu dans la vie, professionnellement parlant? Bon, alors dans la vie, je suis encore à mi-temps, enseignante spécialisée, hein, c'est-à-dire auprès d'enfants, qui fonctionnent différemment et je suis à mi-temps, reconvertie en accompagnante parentale et aussi, formatrice, auprès de professionnels de l'enfance et de l'éducation. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais on va d'abord remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a menée à devenir enseignante? Sachant que toi, tu l'es encore en partie, donc je pense que c'est pas une page tournée, loin de là. Mais est-ce que tu te souviens du début et des raisons qui t'ont amenée là? Alors moi, c'est pas un rêve de petite fille, hein, j'y ai pensé, on va dire un peu par mon chemin, c'est-à-dire que j'aimais tout dans ma scolarité et si je regarde les années lycée, j'adorais la sociologie, je pensais aussi à l'architecture parce que j'adorais l'art et au final, la bio, ça m'a passionnée aussi donc je suis allée vers la microbiologie, mais le métier que j'aurais voulu faire à l'époque n'existait pas et ça n'existe toujours pas. J'aurais adoré être étudiante éternelle. Ah oui, tu peux pousser jusqu'au doctorat, mais après, ça se complique un peu. Ouais, c'est ce que j'ai fait, au milieu de carrière, je te raconterai. Et alors pourquoi je suis venue, vers, l'enseignement? C'est parce que, ben, j'ai fait un DEA à l'époque, c'était pas master 2 en immunologie, ce qui me passionnait, mais au final avec mon tempérament, j'ai trouvé ça beaucoup trop restreint. C'était toujours le même thème et pour, répondre à une question qui était passionnante certes, c'était toujours, remplir mes pipettes et moi qui aime tout dans la vie, c'était trop ennuyeux, trop ennuyant. Donc voilà, je me suis dit: «Ben, j'ai carrément arrêté le DEA au milieu de l'année». J'ai dû avoir des grandes négociations avec papa, maman et bah, comme je suis une bonne élève, j'ai réussi le concours dès la première fois avec les cours du CNED, que j'ai reçus qu'en mars alors que c'était en avril-mai les épreuves mais voilà, mais j'ai pas regretté. Ah oui, sachant que toi, tu as passé le CRPE, donc le concours, d'enseignant, en primaire, mais tu aurais peut-être pu ou peut-être que tu t'es posé la question d'enseigner la bio? Alors on me l'a beaucoup posé cette question, mais alors moi je me la suis jamais posée. En fait, je voulais plus avoir qu'un seul domaine, quoi. Même si dans la bio j'aimais beaucoup de choses, de voir que comme ça m'avait, pas plu du tout de faire qu'un truc, voilà, j'ai tout de suite j'ai pensé à poursuivre des écoles et j'aime les enfants quand même, donc voilà. Est-ce que, dans ces années parce que toi, tu as, si je dis pas de bêtises, 25 ans de carrière, là, à Ouais, l'heure, voilà. où on se parle. Donc sur ces 25 dernières années, on va parler jusqu'au présent, qu'est-ce que tu apprécies dans ton métier d'enseignante? Je t'ai dit que j'étais enseignante spécialisée. Moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, ce que j'ai pas recherché au début, c'est vraiment aider l'enfant qui est dans l'élève. C'est un poste, effectivement avec cette dominante-là, hein. Donc du coup, c'est comprendre, les blocages, et prendre, l'enfant dans la globalité. C'est pas que, lui faire apprendre 2 + 2 = 4, c'est, ben, comment lui donner du sens, comment ouais, vraiment quelque chose de un peu holistique, vraiment quelque chose de global. Et ce que j'aime vraiment, aussi, ben, que j'ai que dans le spécialisé à ce point-là, c'est les réflexions, pluridisciplinaires.
Parce que quand j'avais que des collègues profs, j'avoue que j'étais pas assez nourrie. C'était pas voilà, moi j'ai besoin d'avoir, ouais, une vision globale comme ça. Et j'entends souvent des enseignants qui, une fois dans le spécialisé, disent avoir beaucoup de mal à revenir dans de l'enseignement ordinaire parce que, que ce soit en termes de pluridisciplinarité, comme tu disais, mais aussi en termes d'humain. Souvent, les relations aussi avec les élèves et ce que eux apportent comme façon d'appréhender la vie, au final, c'est aussi très enrichissant et les gens ont du mal à quitter ça parfois. Mais tu vois, quand j'ai fait mon concours, je savais déjà que je voulais être dans le spécialisé parce que moi, je voulais aider ceux qui sont en difficulté. Je voulais pas aider ceux qui réussissent, ils ont pas besoin de moi, ceux qui réussissent. Et à l'époque, l'inspecteur disait qu'il fallait pas commencer dans le spécialisé, il fallait déjà connaître «les normes» entre guillemets et ça a que renforcé mon désir d'aller vers les enfants, qui étaient en difficulté parce que là, ma première année, ceux qui étaient en difficulté, bien sûr que j'en avais devant moi, mais j'avais pas les conditions pour les aider, les conditions optimales. Donc ce que ressentent les profs actuellement, je l'ai ressenti dès ma première année. C'est que même s'il y avait pas encore des troubles avérés à l'époque, parce qu'il y avait encore des places dans le spécialisé, les petits bouts, qui n'avaient pas le même rythme, il fallait tourner les pages pour, suivre le programme. Pour moi, c'était d'une violence, pas possible. Dans le spécialisé, beaucoup plus de bienveillance et de respect du rythme de l'enfant. Et pour enseigner dans le spécialisé, tu as donc un KPI, si je dis pas de bêtises? Bon, à l'époque, ça s'appelait Capséis parce que je suis le dinosaure, mais oui, voilà, c'est l'équivalent que j'ai passé, dès la deuxième année, la deuxième année, j'ai eu mon premier vœu, j'ai voulu travailler avec des enfants en situation de handicap moteur parce que je me suis dit que c'est là qu'il y avait le plus de progrès possible. Pour moi, c'est hyper important de pas stagner, de pas m'ennuyer, donc voilà et j'ai fait, 15 ans auprès de ces enfants-là, mais dès la deuxième année, j'ai demandé à passer la spécialisation et voilà, je suis retournée sur les bancs de l'école. À l'époque, c'était un an entier, donc j'ai eu une chance incroyable, quoi. Ouais, puis généralement, quand on sait, on sait. Enfin, si là, tu l'as passé dès la deuxième année, c'est que la première année t'a permis d'affirmer ce choix-là. Exactement, c'est une confirmation. Là, actuellement, du coup, donc, c'est rare que j'interviewe des personnes qui sont encore en partie enseignantes, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'une reconversion, ça a pas forcément besoin d'être quelque chose une rupture brutale, on va dire. Donc toi, tu as encore un pied dans l'éducation nationale et tu es à mi-temps toujours enseignante spécialisée et tu travailles pour le CAMS, donc le Centre d'action médico-sociale précoce. Quelles sont tes missions là-bas et qu'est-ce que tu aimes dans cette partie-là de ton métier? Déjà, il faut savoir que tous les CAMS n'ont pas d'enseignante spécialisée, c'est un détachement de l'éducation nationale et tous les CAMS n'en ont pas. Et pour l'équipe, c'est une véritable ressource parce que j'ai 2 grosses missions, on va dire. Déjà, j'ai des enfants en petits groupes, 3 ou 4 maximum et j'aime dire que je fais de la réconciliation scolaire parce que c'est très dur pour eux, à l'école avec leur fonctionnement, différent. Ça peut être, du mutisme, on les entend pas parler à l'école, ça peut être des troubles du comportement, donc beaucoup d'agressivité, de la violence. Ça peut être, des troubles du langage et donc ma deuxième mission, c'est d'aller voir comment ils fonctionnent aussi en classe et d'aider les collègues à réfléchir ensemble sur ce qui a déjà mis en place, sur ce qu'on pourrait mettre d'autre, comme adaptation, comme aménagement et l'objectif, c'est que tout le monde s'y retrouve mieux, quoi, et l'enfant et l'équipe éducative autour, quoi. C'est des postes, dont on entend assez peu parler, notamment là, toi, c'est un poste que tu as eu en détachement. Le détachement, je reçois des questions sur le détachement ces 2 dernières années, beaucoup plus qu'avant. Alors je sais pas si c'est la situation, sociale, économique actuelle qui fait que les enseignants ont plus envie de rester sur, un statut de fonctionnaire au final. Mais comment est-ce que toi, tu as trouvé ce poste-là en détachement? Est-ce que tu en as entendu parler en interne? Est-ce que tu es tombée dessus en faisant tes propres recherches, sur, choisir le service public? Comment tu es tombée dessus et comment tu as fait pour l'obtenir? Alors là, c'est un détachement qui paraît au mouvement, donc c'est pas un détachement dans un autre ministère. Donc ça paraît au poste et par contre, il faut avoir, le KPI ou CAPCIS, en signature. Est-ce que tu as classiquement fait le mouvement, on va dire, comme d'habitude ou est-ce qu'en plus, c'était comme les postes à profil avec, un entretien, éventuellement une lettre de motivation? Ouais, c'était juste le mouvement. D'accord, OK. Mais c'est intéressant parce que je me dis qu'il y a des personnes qui peut-être se posent la question, parce que je discute avec ces personnes-là parfois, mais de tester autre chose et notamment se poser la question du spécialisé parce que parfois il y a la possibilité de tester même si on n'a pas le KPI, mais par contre on ne peut pas rester sur le poste à moins de passer le KPI derrière du coup, mais pour voir si c'est quelque chose qui plaît et je pense que si on se pose la question, c'est que peut-être il y a une piste à creuser effectivement. Donc ouais, c'est intéressant. Merci en tout cas pour ces précisions-là et sachant que, tu apprécies beaucoup cette partie-là de ton métier, à quel moment est-ce que tu as commencé à avoir envie de faire autre chose à côté pour te retrouver dans cette situation aujourd'hui des 2 mi-temps, on va dire?
Alors, c'était avant de découvrir mon poste en Camps, il y a 4 ans. Mais avant, j'avais repris mes études. Je suis allée jusqu'à un master 2 cette fois, où je suis allée jusqu'au bout, neurosciences et neuropsychologie clinique, qui m'a donné envie de continuer. Donc, année de disponibilité, congé de formation, j'ai goupillé tout ce qu'il fallait et j'ai donc un doctorat en psychologie du développement de l'enfant. Et quand je suis revenue à l'éducation nationale, j'ai eu la chance incroyable d'être 2 ans, référente mathématiques. Et moi, je faisais déjà des vacations universitaires en tant que formatrice. Donc, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur, non plus. Parce que c'est quand on démarre une nouvelle tâche, ça peut vraiment, s tomber sur le coin du nez. Mais quand le poste a fermé, j'ai dû retourner dans l'ordinaire. Alors, ordinaire, j'étais quand même en poste RAZ, mais j'étais auprès de collègues et d'enfants qui étaient dans l'école ordinaire, même si c'était REP+. Et là, grande souffrance que je n'ai pas comprise tout de suite. 2 années, aller au travail, la boule au ventre, je dis même envie de vomir, même si ça se concrétisait pas heureusement, mais voilà, passer sa journée comme ça, c'était horrible. Et moi, Nolwenn, qui n'ai pas compris que c'était mon métier qui me faisait faire ça. J'ai fait des thérapies brèves, je me suis fait entourer, tout est passé au peigne fin, dont mon couple, dont ma relation avec mes grands-enfants, envie de déménager ou pas, enfin bref, le marasme total pour finalement, quand j'ai compris que c'était mon métier, et ben là, c'est là que j'ai demandé mon mi-temps et que je me dis: «Je fais autre chose de ma vie». Et du coup, tu as demandé un mi-temps avec cumul d'activités déjà au départ ou d'abord juste un mi-temps? Ouais, d'accord. Bah, en fait, je demandais déjà mon cumul d'activités depuis des années grâce aux vacations universitaires. D'accord. Donc tu savais que tu avais des chances de l'obtenir. Oui. Et donc de là, en te retrouvant à mi-temps, alors peut-être que tu as pris d'abord cette part de mi-temps pour, aussi aller mieux, parce que quand on va pas bien, c'est quand même le principal, c'est d'aller mieux. Mais j'imagine qu'assez rapidement donc est née cette envie de remplir cette part de mi-temps avec quelque chose qui t'anime à nouveau, puisque tu es quand même assez, curieuse et active, si je comprends bien. Et cette idée-là, bah, que tu décrivais tout à l'heure quand je t'ai demandé ce que tu faisais aussi professionnellement maintenant, comment est-ce qu'elle t'est venue? Alors comment te dire? Prendre le temps pour aller mieux, moi, c'est pas comme ça que je fais. Je suis hyper active effectivement et donc il fallait demander son mi-temps, avant février, ce que j'ai fait, mais dès que j'ai demandé mon mi-temps, ça y est, j'avais un projet dans la tête, quoi et c'est ça qui me permet d'aller mieux, moi. C'est d'avoir un projet, d'être active, de ouais, vraiment d'être dans l'action et à l'époque, je me suis dit: «Moi, je veux toujours être dans l'accompagnement, ça, c'est sûr, quoi. Je veux aider l'autre, c'est ça qui m'anime, voilà, ça, c'est sûr» et à l'époque, j'ai appelé tout de suite mon meilleur copain, de lycée et fac qui lui aussi était formateur et il m'a dit: «Mais attends, Nolwenn, l'accompagnement, le coaching, c'est saturé, quoi et en plus, coaching pourquoi?» Donc c'est une conversation vraiment, qui m'a fait, prendre conscience de dans quel domaine j'allais faire de l'accompagnement et l'accompagnement des parents, si tu veux, ça répond vraiment aussi à mon histoire parentale de maman, parce que dans notre, vie de parents avec mon mari, nos 2 enfants, pour des raisons complètement différentes, à des âges complètement différents, ont eu besoin d'être accompagnés. Mais nous, quand on rentrait le soir, mais on se disait: «Mais on fait quoi nous en tant que parents?» OK et il y a une réponse qui peut peut-être aider, l'enfant, mais nous parents, si on fait ça, enfin on marchait sur des œufs, quoi et donc je me suis dit: «Mais en fait, c'est les parents que je veux accompagner». Et ce qui est très drôle dans l'anecdote, c'est que quand je suis partie en thèse, je disais à mes collègues, de l'éducation nationale: «Vous inquiétez pas, je vais revenir, c'est une parenthèse» et donc avec le jeu de mots où on entendait toujours thèse et dans parenthèse, qu'est-ce qu'on entendait? On entend parents aussi. Ouais, mais je l'ai compris après coup, c'est drôle. C'est bien parce qu'en fait, ça fait le lien entre, ce que tu as envie de faire professionnellement et ce dont tu as pu avoir besoin dans ta vie et c'est souvent là qu'émergent aussi des idées qui sont des métiers, on va dire passion, si on peut dire ça comme ça, parce que ça nous touche vraiment et donc on a tendance à les faire avec le cœur et c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne parce qu'on en a vraiment envie et on transmet cette image-là de, ben, on aime ce qu'on fait donc on le fait bien et c'est plus agréable déjà pour la personne, qui reçoit l'accompagnement forcément, mais aussi, bah, après pour faire grandir son entreprise quand on le fait, avec amour, passion et envie, bon, bah, c'est mieux que quand on le fait à reculons forcément, quoi. Bien sûr. C'est vrai que quand j'entends des collègues qui savent pas quoi faire de leur vie et qui choisissent par dépit, en listant plein de trucs, bah, c'est plus triste que quand tu as une envie et tu te dis: «Mais oui, c'est ça que je veux faire, quoi». C'est ça. Après, ce qui est difficile, bon, parfois, il y a des reconversions, on va dire, en 2 temps où, bah, dans un premier temps, tu choisis un truc, qui va pas te passionner, mais au moins ça te permet de sortir de la classe ou d'un environnement dans lequel tu pas bien, retrouver un peu moins de charge mentale, du temps libre, te retaper et ensuite partir sur un autre type de reconversion. Et puis parfois, tu te rends compte que, beh, en fait, un métier qui te passionne pas, pour certains profils,
c'est bien parce que ça leur permet d'avoir plein de temps et d'espace disponible pour ce qui les passionne, qui peut-être va être le sport, la vie de famille, le jardinage, les activités associatives ou autres. En fait, je me rends compte au fil des interviews que tout le monde n'a pas le besoin et l'envie d'être profondément intéressé par son travail. Et c'est chouette, je trouve, enfin, la position que j'ai est intéressante de pouvoir voir un peu tous les profils qui existent et de pouvoir me questionner à chaque fois. Et moi, je sais que je vais être plutôt comme toi. Je pense que je pourrais pas passer autant de temps à faire quelque chose dans mes journées, donc en l'occurrence mon travail, si j'étais pas intéressée et investie. J'arrive pas à scinder autant le pro et le perso. Mais il y a des gens qui arrivent à le faire et pour qui, du coup, les choix ne vont pas être les mêmes, quoi. Mais nous, on pourrait pas faire les choix que eux font et vice-versa. Ça peut se comprendre parce que du coup, le métier qui passionne moins a moins de charge mentale et du coup, voilà. Le CAMS à mi-temps, il me nourrit moins quand je suis avec les enfants. Alors, j'ai mis longtemps à oser dire ça, mais les enfants me nourrissent moins que les adultes depuis que j'ai connu la formation adulte. Et c'est aussi pour ça que j'ai inventé l'accompagnement parental à ma façon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accompagnement parental qui reçoivent l'enfant aussi et moi, je travaille que avec les parents. Alors, il n'y a pas que moi qui fais ça, hein. Mais moi, c'était limpide, quoi. Je travaillais avec la même vitesse de compréhension que moi, avec, la même force de proposition et être nourrie en retour aussi. C'est vrai. Sachant que là, comme c'est en plus un métier en lien avec, on va dire, de l'accompagnement, du conseil, tu peux le faire en tant qu'activité accessoire. Ça n'a pas posé de problème quand tu as lancé cette partie-là de ton entreprise, parce que c'est pas le même travail que les vacations que tu faisais. Donc là, ça n'a pas posé souci non plus auprès de l'EN. Ouais, pas de souci. Ce qui fait que tu peux développer cette activité-là tout en gardant une part de sécurité au CAMS que quand même tu apprécies. Donc c'est Oui, voilà. plutôt J'ai pas chouette. mal au ventre le matin. Franchement, oui, j'espère un jour que tout le monde pourra être dans cette situation-là, mais je suis peut-être un peu utopiste, mais c'est quand même le mieux pour se lever le matin. Du coup, actuellement, donc sur la partie CAMS, on en a parlé, et donc sur l'autre partie, ton statut, c'est auto-entrepreneur. Oui, tout à fait. Tu dois en parler dans les autres podcasts, mais c'est hyper simple d'être auto-entrepreneur. Oui. Oui, moi je m'étais fait tout un monde à l'époque, c'est vraiment 3 clics. Ouais, non, faut vraiment le dire, quoi. C'est ça. C'est différent de, après si on veut passer en société ou parfois il y a d'autres, voilà, d'autres formes d'entreprises qui sont un petit peu plus complexes à gérer avec plus de paperasse, des obligations qui sont différentes et tout ça. Mais le statut d'auto-entrepreneur est très simple. Il est limité à un certain plafond, mais qui est quand même assez élevé. Donc on a vraiment le temps de pouvoir développer son business avant de devoir passer à une autre étape de la chose, on va dire. Toi, du coup, tu le fais en tant qu'auto-entrepreneur et donc à l'intérieur, tu as finalement tes 2 pôles d'activité où toi-même tu accompagnes des parents et à la fois tu formes des gens à devenir accompagnateur parental également. Oui, j'ai fait ça dès ma troisième année. Donc, il y a 4 ans, j'ai démarré, si tu veux, la première année, c'était vraiment se faire connaître. La deuxième année, j'ai dit: «Waouh, c'est bon, ça marche, je sens que ça marche» et tellement de plaisir que je me suis dit: «Ben, l'été qui a suivi, il faut que j'offre ça entre guillemets, c'est pas gratuit, mais j'offre cette possibilité à d'autres collègues qui ont vécu mon marasme, burn-out, moi je dirais plutôt brown-out, mais pour sortir d'un métier qu'on a aimé et qui nous épuise ou nous déçoit, quoi. Sachant que, on en parle rarement, mais effectivement, on entend très souvent parler du burn-out, donc un peu l'épuisement professionnel où vraiment ça surcharge, surcharge, surcharge. Il y a, toi, tu parles de brown-out, c'est souvent quand on perd le sens de ce qu'on fait et il y a le bore-out qui est plutôt une phase, d'ennui où, parfois ça épuise, en fait, de s'ennuyer. Certaines personnes, on en parle parfois dans le privé, mais des personnes qui sont mises au placard et ben, en fait, ça peut être très difficile à vivre, même si vu de l'extérieur, on va se dire: «Ah bah, c'est un peu facile, il va bosser, il a rien à faire, il est payé». Oui, mais en fait, ne rien faire en étant coincé à un endroit pendant des jours, des mois, des années, c'est très difficile aussi et donc le burn-out, la perte de sens, c'est pas évident non plus, surtout quand on est une personne, avec, voilà, sa sensibilité, ses émotions et cetera et qu'on attache beaucoup d'importance au sens de ce qu'on va faire et encore une fois, il y a des personnes qui peuvent faire un travail, très automatique sans avoir besoin d'y trouver du sens et qui seront très bien comme ça et d'autres, pour qui c'est pas le cas et dont toi, tu as fait partie. Exactement. Mais on en parle peu, donc je me dis que c'est intéressant parce qu'on a tendance à toujours, se dire, «Oh ben, ça va pas au boulot, c'est un burn-out». En fait, c'est pas forcément un burn-out, ça peut être intéressant de creuser aussi, les autres pistes. Oui, puis moi j'ai eu beaucoup de liens entre, cette perte de sens et donc l'ennui. Tu vois, les 2 bore-out, brown-out, voilà, peu importe s'il y a un mot, mais en tout cas ça me nourrissait plus, ça me convenait plus, je trouvais ça trop routinier parce que j'avais plus de flamme, enfin, tu vois, tout ça c'est lié.
C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as la flamme. Oui. La flamme, notamment dans les accompagnements parentaux. Qu'est-ce qui justement anime ta flamme? Donc en tant qu'accompagnante, on parlera de la partie formation après, mais en tant qu'accompagnante, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu apprécies? Et éventuellement, s'il y a des limites, on va dire, à cette activité-là ou des choses qui sont un peu plus rébarbatives, peut-être aussi pour faire un petit peu la balance. Bon, alors, ce que j'adore, c'est déjà rencontrer des gens. Moi, c'est une rencontre à chaque fois et c'est chouette déjà pour ça. C'est des gens qui me font confiance, du coup, et qui ont envie de changer. Donc, c'est aussi quelque part des personnes, des parents proactifs, en tout cas dans cette partie-là, quand ils décident de se faire accompagner. Et donc, on avance. Et ce qui me plaît, moi, Nolwenn, c'est d'avoir des retours gratifiants. Ce que je fais porte ses fruits. Ce que les parents, mettent en place à la maison, c'est efficace et du coup, bah, ils me le disent et ça, c'est génial de voir les parents qui reviennent avec les étoiles dans les yeux. On se dit: «Ben, je sers à quelque chose» et donc là, le sens de mes missions, est à nouveau présent. Si je fais le lien avec, l'éducation nationale, quand j'étais retournée 2 années, dans l'ordinaire, même si c'était en REP+, on avait des moyens un petit peu différents, mais c'est que j'avais l'impression que les enfants qui avaient coulé, hein, je parle pas des élèves parce que c'était vraiment dans leur, personnalité, dans leurs émotions, j'avais pas les moyens pour les en sortir. C'était du saupoudrage ce que je faisais. Que là, c'est en profondeur avec les parents. Est-ce que tu dirais à l'inverse qu'il y a, soit des limites ou des choses complexes ou je pense que peut-être que la question que les gens font se poser et qui est toujours la même quand j'interviewe des entrepreneurs, c'est comment est-ce que tu trouves, par exemple, les parents que tu accompagnes? Hein, bah, c'est vraiment la chose que j'aime le moins, effectivement, c'est dire: «Coucou, regardez mon accompagnement existe, je suis là», et alors que ça devrait être la rencontre entre, une possibilité et des besoins, il faut être visible, voilà, il faut être visible. Donc ça, effectivement, au début, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que Canva, faire des visuels et tout ça, ça m'a drôlement plu et puis comme j'ai besoin de variété, j'ai fini par trouver ça un peu, routinier aussi. Mais heureusement, j'aime aussi la partie de se faire connaître en local. Avec des partenaires, donc bon, j'ai mon flyer à l'ancienne, mais du coup, c'est la discussion, je laisse le flyer à la fin, mais c'est la discussion qui va autour, hein. Des pédiatres, j'ai même des psychologues qui me recommandent à des parents quand ils sentent que c'est pas, leur partie les parents ou alors quand ils ont trop de demandes. Des partenaires avec les centres sociaux, les maisons de quartier pour, le côté atelier parents, parce que ça aussi je peux accompagner des parents comme ça. Donc oui, dans toutes les situations professionnelles, il y a des choses qui sont plus agréables que d'autres, mais vraiment, vraiment, tout ça, je le fais à mon rythme. Donc j'ai cette liberté de choisir quand je le fais, voilà et comment et donc ça, c'est chouette. Ouais, puis j'imagine, hein, parce que c'est souvent le cas, mais surtout si tu le fais en partie en local, qu'il y a le bouche à oreille après qui arrive et qui fait un peu un effet, cercle vertueux ou boule de neige comme, selon comment on veut l'appeler. Oui, alors ça, c'est arrivé très tardivement parce que tu vois là, c'est la fin de ma 4e année, je parle en année scolaire et ça a marché qu'au début de cette année scolaire. Parce que si tu veux, les parents qui ont finalement fait le pas de parler de moi, ils ont eu besoin de temps après pour se dire: «Ah oui, en fait, ça y est, on sait faire tout seul», et puis dire à quelqu'un d'autre: «J'ai besoin d'un accompagnement», c'est pas si fun. En tout cas en France, c'est pas, tout le monde ne dit pas: «Je vais voir mon psy demain», voilà. Donc moi je suis pas psychologue et j'explique bien la différence, mais le bouche à oreille a marché tardivement. Mais là, oui, il est en place. C'est ça et après une fois qu'il est en place, généralement, c'est quelque chose de plutôt pérenne. Moi, je suis dans un cas, similaire au tien parce que finalement, les personnes que j'accompagne, moi, c'est des profs en reconversion ou qui veulent en tout cas se reconvertir dans un premier temps avant de passer à l'action et c'est vrai que très rarement, tu vas aller annoncer à tous tes collègues: «Ah bah moi, je suis en train de me demander si je vais pas quitter le navire, puis je me fais aider pour ça, puis j'ai prévu de ci ou ça». Enfin, souvent, on n'a pas trop envie d'en parler pendant qu'on est en train de le faire, encore moins pendant qu'on est dans la phase, pré-action où on se pose beaucoup de questions et donc souvent, bah, c'est comme ce que tu disais, il faut que la personne, ait sauté le pas et qu'elle soit épanouie à nouveau dans sa vie et que, si la situation se représente avec des proches qui sont dans ce qu'elle a vécu par le passé, bah, là, elle va dire: «Ah ben, moi, j'étais dans cette situation-là, voilà ce que j'ai fait pour m'en sortir». Mais effectivement, ça met aussi du temps, à arriver. Par contre, après, une fois que c'est en place, bah, voilà, la première personne en a parlé et continuera, puis les personnes auxquelles elle en a parlé, bah, continueront aussi, puis derrière ça s'étend comme ça, notamment si tu le fais en local, c'est là que ça peut bien prendre aussi, parce qu'il y a vraiment le côté humain où tu peux voir les gens, parce qu'il y a eu une grosse période de tout à distance, bah, après le Covid notamment et qui là s'essouffle un peu et les gens recommencent à avoir besoin de beaucoup d'humain, je trouve, donc le local fonctionne de mieux en mieux là. Oui et bon après j'ai des parents même sur place, hein, je suis à Dijon moi
qui me disent: «Pas vous faites de la visio aussi?» Bah, OK, on fait de la visio aussi si ça parce que des fois, tu vois, pour trouver un rendez-vous, entre midi et 2, les 2 parents, ils peuvent se mettre en visio chacun de leur côté et c'est un avantage aussi. Moi, j'étais très sceptique, hein, sur la visio en accompagnement parental, surtout avec mon besoin d'échange et tout et en fait, tu vois, ça fait comme un petit cocon d'écran à écran et j'aime bien aussi et je pense pas que je passe à côté de choses. Il y a le non-verbal, mais il y a du recul, ils sont sur leur canapé s'ils sont ensemble ou enfin, non, non, ça me convient aussi. Et les accompagnements que tu proposes, donc ça peut être à distance, mais est-ce que ça peut aussi être en présentiel si jamais c'est des personnes qui sont proches de chez toi ou tu as un Oui, fonctionnement oui. ouais, OK. Oui, oui. J'ai une chance énorme, hein, c'est que ça dans le budget, faut l'anticiper aussi. C'est que j'ai une pièce dans la maison avec, vraiment dédiée à ça. Donc j'ai pas de loyer en plus. Ça, si on peut faire ça dans son projet, c'est une bonne piste ou sinon tout en visio là, voilà, pour démarrer, c'est bien aussi. OK et c'est des accompagnements qui se font sur la durée? J'imagine que c'est pas juste une séance, il y a probablement un suivi, ne serait-ce que pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tu as un fonctionnement qui va être, alors pas toujours le même dans le sens où forcément tu t'adaptes à chaque parent, mais d'un point de vue pratique, on va dire, est-ce qu'il y a un nombre de visios ou une durée des visios ou des choses à faire derrière en travail à la maison forcément pour mettre en place? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, il y a une base, hein. Fonctionne avec un forfait de 5 séances. Alors pour donner le tarif, c'est 350 €, ce qui revient pour moi à 1 heure 70 €, bon, moins l'URSSAF. Ouais, celui-là, toujours là où on l'attend pas. Oui, voilà. Et pourquoi 5 séances? C'est parce que, avec mon expérience, j'ai vu que ça suffisait, mais c'était extrêmement frustrant quand je faisais que, à la séance parce que les parents, au bout de 1, bon, voire 2 quand même, ils me disaient: «Ah mais maintenant c'est bon». Sauf que j'avais beau leur dire alors maintenant j'ai trouvé la bonne expression, que je mettais un pansement sur quelque chose qui saigne et qu'après il va falloir quand même travailler la blessure profonde et voilà, travailler la relation parent-enfant beaucoup plus en profondeur. Eux, ils voyaient le résultat immédiat, ce qui est très, très chouette et il faut commencer par ça pour que les parents aient confiance dans l'accompagnement, que restaurer la relation, assez rapidement pour, mettre en profondeur des nouvelles stratégies. Et alors je leur dis que si jamais, à la 4e séance, ils ont plus besoin de moi, la 5e séance, elle a pas de date de péremption. Donc ils me rappellent, si c'est un petit bonhomme de 3 ans, ça peut être pour l'entrée en CP, ça peut être pour l'entrée en 6e. Bon voilà, je donne des périodes charnières, mais voilà et ils le font volontiers, donc c'est bien. Et donc c'est 1 heure et à distance d'1 mois souvent. Je dis souvent, hein, parce que comme tu dis, je m'adapte à chaque famille, parce qu'il faut tout ce temps-là pour qu'une nouvelle habitude, se mette en place et voir comment on peut l'adapter si jamais il y a des moments dans la journée où il faut faire une petite stratégie un peu différente, voilà. Donc souvent, c'est à 1 mois de distance. Et en termes d'âge, est-ce que tu accompagnes des parents qui ont des enfants jusqu'à un certain âge? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou est-ce que ça peut être des enfants qui ont des parents qui ont des ados, voire limite des jeunes adultes? Parce que finalement, il y a pas d'âge pour avoir des difficultés à communiquer parfois ou à comprendre ses enfants. Alors si tu veux, dans ma formation de base, doctorat et j'avais fait 6 samedis complémentaires dans une école en Suisse où je me dis: «Dis donc si j'avais fait que ça m'aurait pas suffi». C'est pour ça que quand je forme d'autres accompagnants parentaux, c'est moins d'1 an, mais c'est quand même sur la longue durée. Je pensais que les ados, j'étais pas suffisamment, armée, mais en fait, on est autodidacte. En tant que prof, on peut vraiment aussi, travailler notre sujet. Mon expérience personnelle aussi peut nourrir, voilà, donc j'ai lu aussi sur ça et tu parles d'âge maximal, j'en ai pas parce que j'ai accompagné l'été dernier des parents, qui avaient à la maison un Tanguy de 34 ans. Ah oui! Bon, il s'appelait pas Tanguy, mais du coup, c'était leur demande, donc voilà. Oui, situation qui est pas simple à gérer, je pense non plus, ni en tant que Bah oui. parent, mais ni en tant qu'enfant, même si on est grand. Mais, je pense que c'est pas du tout les mêmes challenges que quand il y a une problématique avec un enfant de 2 ans et demi, quoi. Je pense que s'ils viennent pas te voir du tout dans la même idée et avec les mêmes soucis. Mais c'est un challenge à chaque fois et c'est ça que j'adore moi. C'est ça qui me manque dans l'éducation nationale, c'est que c'est trop routinier, que j'ai plus de challenge. Ah bah là, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie parce que vraiment à chaque âge, sa spécificité et encore, je pense que c'est même pas je pense que tu peux retrouver un problème similaire chez un enfant de 8 ans et un enfant de 14. Ça peut être des âges différents et des problèmes qui reviennent, des choses cycliques et des choses tellement variées finalement, peut-être, mais tu vas me dire si, j'ai tort ou pas, mais est-ce que la problématique vient généralement du côté de l'enfant ou bien dans, ni l'un ni l'autre finalement dans la communication et la compréhension entre les parents et l'enfant ou bien du côté des parents qui viennent pour eux. Quand la démarche est faite, en fait, est-ce que tu sais, selon dans le regard des parents en tout cas, où serait le problème, à régler? Alors les parents viennent rarement pour eux.
Ils se disent que ça vient de l'enfant. Mais très vite, le point commun dans toutes les situations que j'accompagne, c'est la relation parent-enfant. C'est vraiment ça qui doit être renoué, retissé, que ça soit le sommeil, l'alimentation, la régulation des émotions. OK, un enfant naît avec un tempérament, il a une histoire aussi à l'école, à la crèche. Les parents, ils sont 2 avec une histoire, éducative différente aussi quand ils étaient eux enfants, donc il faut une rencontre parentale aussi. Donc des fois, je fais de l'accordage parental. Mais si tu veux, la responsabilité, pas la faute, hein, la responsabilité, elle est parentale. C'est eux qui ont les clés et voilà, si je reçois pas les enfants, c'est bien parce que ça marche aussi en travaillant qu'avec les parents. C'est la systémie familiale, c'est un système comme des engrenages et quand il y en a un qui se met à bouger dans le bon sens, ça met de l'huile partout et l'enfant va bouger dans le bon sens aussi, quoi. C'est un peu ce que je me disais et c'est vrai que souvent quand on a un problème, même au-delà d'une relation parent-enfant, on a tendance à se dire que, beh, notre problème, c'est la chose, qu'on voit et qui nous pose problème, mais on pense rarement qu'on peut, en faisant sans forcément être la source du problème, mais que nous, en faisant telle action ou en pensant différemment ou en mettant telle chose en place, on pourrait aider à résoudre ce problème ou au moins faire un premier pas pour, comme tu l'as dit, bah, faire bouger un engrenage et ensuite c'est souvent, en cascade un peu, j'imagine, quoi. Exactement. Alors par contre, je mets une nuance sur les enfants qui ont un diagnostic de TDAH, trouble du langage. C'est un enfant quand même qui fonctionne différemment, donc une parentalité différente. Mais je leur dis toujours, s'ils sont en cours de diagnostic ou s'ils n'ont pas du tout pointé ça, qu'on n'a pas besoin encore de ce diagnostic, sauf si maintenant qu'ils y pensent, ils ont envie vraiment de savoir, c'est sûr que pour accompagner, il y a des pistes en plus, mais qu'il il suffit d'observer et d'analyser pour trouver comment faire avec cet enfant-là et nous, en tant que parents, pour répondre aussi avec nos valeurs éducatives. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'un étiquetage absolument. Exact. Et d'un point de vue de l'organisation, donc comme tu as un travail réparti en 2 grands axes avec du coup ces 2 mi-temps-là. Donc du côté du CAMS, est-ce que tu fonctionnes par semaine et tu as, j'imagine, tes week-ends off et est-ce que tu as les vacances scolaires? Alors, bah, au CAMS, j'ai 2 journées, le lundi et le jeudi, où j'ai les vacances scolaires et du coup, avec mon mi-temps auto-entrepreneuse, je sais que je mets mes rendez-vous les mardis, jeudis, vendredis et les parents aiment beaucoup entre midi et 2 ou en soirée. Donc il y a aussi ces créneaux-là parce que mes enfants ne sont plus à la maison. Les 2 coquins sont partis la même année d'ailleurs. Petit message à mes enfants. Mais pour, voler de leurs propres ailes, comme mon petit logo. C'est vraiment ça, hein, quand on est parent, on les accompagne jusqu'à l'autonomie, vers leur bonheur à eux et donc du coup, voilà, c'est limpide, c'est limpide. OK et du coup, de l'autre côté, sur la partie, auto-entrepreneur, est-ce que tu places les rendez-vous, bah, du coup, sur les journées, là, que tu citais, mais plutôt en journée ou plutôt en soirée pour que les parents soient dispo? Et est-ce que, tu peux prendre tes congés comme tu veux ou est-ce que c'est une activité qui peut-être est cyclique? Est-ce qu'il y a des moments de l'année où tu as plus de demandes et d'autres pas du tout, par exemple? Alors juillet, août, les parents ne demandent rien. Ah oui, comme les profs. Ah ouais, d'accord. Oui, J'ai bah, la c'est même la chose. pause et puis ils se disent qu'en vacances, ils laissent un peu, tu vois? Ils laissent un peu les exigences de côté et ça fait du bien à tout le monde au final. Après j'ai des familles, leur problématique, c'est qu'il y a zéro exigence donc ça c'est autre chose, mais voilà. J'ai envie de dire qu'il y a un gros pic d'activité après Noël. Comme s'il y avait un truc qui se passe à Noël, Les bonnes résolutions de la rentrée. aussi, mais j'ai bien l'impression qu'en famille, il y a des enjeux qui sont réveillés et qui sont on se dit: «Bon, faut peut-être qu'on bosse là-dessus». Ah ça, c'est peut-être parce qu'il y a les fêtes de famille et qu'on voit d'autres familles avec d'autres enfants et donc d'autres fonctionnements. Ben, voilà, on est beaucoup en famille, on a le regard extérieur et ça remue pas mal. Oui, c'est un peu les moments je pense que c'est difficile pour certaines familles, mais pareil, je fais le transfert avec moi, mon activité, les enseignants en reconversion, les fameux, «Ah bah moi à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça» et c'est sûr, ça réveille des choses, hein. Exactement. Est-ce que d'un point de vue financier, sachant que tu peux chiffrer ou donner des fourchettes ou ne pas chiffrer du tout si tu préfères, est-ce que tu saurais dire combien est-ce que tu gagnes avec la partie CNAMS, donc éducation nationale, et combien est-ce que tu génères côté auto-entrepreneur, sachant que je sais bien que cette partie-là ne sera pas fixe et que c'est généralement lissé sur l'année, mais pour avoir une idée à peu près sur un mois, on va dire, de l'année en lissant ça, combien est-ce que tu arrives à gagner? Alors ça sera pas à peu près, hein, mon Ça va salaire être éducation précis. nationale, ouais, ouais, c'est 1 500 € par mois avec mes 25 ans d'ancienneté et de l'autre côté, je gagne beaucoup plus avec l'accompagnement parental et les formations, en crèche, et APP en crèche
lycée, parce que moi, dans mon Excel, j'ai fait la formule qui divise par 12. Je fais le total qui divise par 12 lycée, voilà. Je frôle les 3 000 D'accord, oh super. sur mon mi-temps, hein. Ah, sur le mi-temps, juste ton mi-temps, en tant qu'auto-entrepreneur? Voilà. OK, c'est un bon mi-temps ça. Par contre, pour être honnête, si j'enlève, ce que je gagne avec la formation pour former d'autres accompagnants parentaux, parce que ça, ils n'auront pas ça, et ben là, je suis juste au-dessus de 2 000 avec mon mi-temps. Donc 1 500 plus 2 000, c'est pour ça que j'ai des beaux voyages maintenant. Ah ouais, bah, tu m'étonnes, ouais, faut en profiter en même temps, on gagne pas de l'argent pour le laisser poser sur un coin. Ah non, nous on profite. Et du coup, sur cette partie formation, parce que je voulais en parler aussi, et notamment, on en a déjà parlé en off, mais je sais que parfois je prépare des interviews et je me dis, ça, je sens que c'est un métier qui peut plaire à des gens, parce qu'il y a quand même, j'ai une audience composée de 92% de femmes. Je vais pas faire une généralité et dire que souvent, ce sont les mamans qui se posent beaucoup de questions sur l'éducation des enfants, la relation, qui prennent les rendez-vous, qui font les suivis, etc., etc. Mais Mais on peut quand le dire. même, c'est majoritairement le cas, on va dire. Et donc, j'imagine que toi, en formation, ou même si tu as des collègues qui exercent un métier similaire au tien, probablement qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et que donc, j'imagine, tu formes principalement des femmes. Et comme ce sont donc principalement des femmes qui m'écoutent, je me suis dit qu'on pourrait faire le pont. Et que si jamais ça les intéresse, et ben, ça pouvait être intéressant que toi, tu expliques comment fonctionne ta formation, ce qu'elle comporte, ce qu'elle permet de faire, comment ça se passe, les délais, etc., etc. Donc, si tu veux faire un petit pitch qui, je pense, tombera dans les bonnes oreilles, c'est le moment. Bon, alors j'ai essayé d'être synthétique. Effectivement, en plus, c'est une formation qui s'adresse aux profs. Alors au début, j'avais dit, bah, peut-être des EJE, des infirmières puères et tout ça. Donc je leur ferme pas la porte, mais quand je communique vraiment aux profs, c'est eux que je connais et ils se reconnaissent en moi. C'est une formation à distance parce que voilà, on peut la faire de tous les coins de France, voire francophonie. Elle est étalée de novembre à juillet sous forme de 4 modules et on a 3 heures de visio. Alors, souvent on dépasse un petit peu, mais entre chaque module pour aussi faire des jeux de rôle et éprouver des ateliers parents fictifs, mais on joue tous les parents, éprouver une séance d'accompagnement, voilà, comment on rebondit et voilà, se faire des critiques constructives après. Et les modules, on peut vraiment les suivre en travaillant en temps plein. Là, l'expérience passée, j'ai deux promos dont la deuxième est en cours. Il y a aucun souci. C'est comme ça que j'avais conçu et ça marche comme ça. J'ai quand même une vision différente de certaines formations à distance parce que je veux vraiment que les apprenantes, entre guillemets, une fois que la formation est finie, soient autonomes. Donc, c'est pas des kilomètres à lire ou des vidéos à l'infini, c'est des leçons flash déclencheurs et elles, après, elles ont une recherche à faire, une activité concrète à faire pour qu'elles soient vraiment autonomes quand la formation est finie. Parce que moi, je me rappelle, une crèche m'avait demandé, on voudrait une formation sur l'interculturalité et le maternage. OK, j'avais jamais rien lu là-dessus, mais je me suis pas démontée du tout. J'avais 2 années d'expérience. J'ai dit: «Je pourrais faire dans ma tête, je vais pouvoir faire». Donc j'ai dit: «Oui, OK, pour quelle date?» machin. J'ai même pas dit, bah, ça va demander du travail. Non, rien. J'ai dit: «OK, pour quelle date? Combien de personnes?» et voilà. Ah bah, quand on a les compétences, je pense qu'après, avec l'habitude aussi, on est plus apte à réagir vite, probablement. Oui, et en fait, il faut pas croire qu'on n'a pas les compétences. On les acquiert quand on en a besoin et quand on a envie de faire ce projet-là. Ça se fait, quoi. Et donc, j'ai un petit système, je leur demande leur conception initiale sur le thème en noir. Après, elles recherchent, dans les livres, sur internet et là, elles complètent en bleu et des fois, moi, j'ai un document de validation où elles peuvent vraiment compléter en vert et quand je relis leur, systématiquement, je fais une relecture personnelle de chaque écrit. Je leur, dis: «Ben, bravo, tu as tout compris» ou alors: «Ah tiens, j'ai pensé aussi à ça, tu peux lire ça» et voilà, c'est de la montée en compétences, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc il y a un vrai accompagnement dans le côté formation aussi, même si c'est à distance, accompagnement par toi, mais j'imagine, et tu vas probablement me le confirmer, mais une forme d'émulation par le fait que ce soit en collectif aussi, parce que les personnes ne sont pas toutes seules, il y a d'autres personnes qui se forment en même temps qu'elles et qui, bah, forcément ont des points communs avec elles, puisque quand tu suis une formation similaire, c'est qu'il y a des choses qui te rapprochent. Exactement. Puis alors elles adorent ça parce qu'il y a un groupe WhatsApp, vraiment ouvert dès le début et en amont. Cette année, je l'ouvre en amont. J'appelle ça parcours immersion. C'est un dans le groupe WhatsApp qui va commencer avant novembre. Je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais mettre dedans?» En fait, par mois, je vais mettre un livre et un podcast à écouter et ça créera déjà, cette cohésion de groupe. Des fois, j'ai même pas besoin d'intervenir dans le WhatsApp. Elles se trouvent, les réponses elles-mêmes et moi,
voilà, 7 jours sur 7, je m'en fous, on est un dimanche. Pour moi, c'est une journée comme les autres. J'ai fait de toute façon, ma balade toutou, mon crossfit, bah, pourquoi pas répondre au WhatsApp? J'adore moi, donc voilà. Et c'est vrai que c'est des métiers, très enrichissants et très nourrissants parce que tu échanges avec des personnes qui ont envie, qui sont dans une phase de transition, mais qui sont aussi en mouvement, qui sont demandeuses, qui sont contentes d'être là et donc forcément, c'est pas désagréable de répondre à ce genre de message-là, quoi. C'est plutôt porteur, au contraire. Ouais, j'adore. Si jamais il y a une personne là qui écoute et qui se dit: «Ah, j'aimerais bien m'inscrire», comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les dates, histoire de pas passer à côté? Alors, ben, moi, j'accepte encore, jusqu'à la veille de novembre, mais le problème, c'est que moi, je fais des petites, promos de temps en temps et c'est bien de les surveiller sur Instagram parce que, ben, plus on approche de la date, moins je fais de la promo parce que comme ma promo est remplie, ben, Il y a une dizaine de personnes au total? je dis 12 maximum. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais tu accompagné que des femmes là pour l'instant? Oui, tout à fait. C'est ouvert aux hommes ou pas? Pour moi, c'est ouvert aux hommes, mais tu vois, avec tout ce que j'ai lu sur le marketing et tout, quand je parle maintenant, je parle aux femmes parce qu'il faut qu'elles se reconnaissent et j'ai tout intérêt à cibler, comme tu dis, le pourcentage, énorme de femmes. Moi, je me suis retrouvée l'autre jour à poster des stories en parlant au féminin et je me suis dit: «Mince, j'ai tellement l'habitude d'échanger qu'avec des profs femmes que, ça m'a un peu glissé». Puis après, je me suis dit: «Bon, après tout, d'habitude, on parle au masculin, pour tout le monde et puis bon, voilà, parfois j'essaye, de mettre, des points médians pour être gentille et que tout le monde soit concerné». Puis là, l'autre fois, c'est parti vraiment tout au féminin. Je me suis dit: «Bon, les 8 d'hommes qui me suivent devraient s'en remettre, j'espère pour eux». Tu vois, les points médians, j'y suis hyper habituée parce que quand j'ai fait ma thèse, c'était en Suisse, à Genève et ils étaient déjà dans l'écriture inclusive, j'écris comme ça naturellement maintenant. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu te posais la question de potentiellement, voilà, faire un petit pas de côté pour avoir une autre activité ou bien, que tu aimerais donner à quelqu'un qui est dans la situation dans laquelle toi tu t'es trouvé? Bah, je vais faire un conseil un peu humain et un autre un peu plus technique peut-être, parce que le conseil humain, c'est vraiment de croire en vos envies, quoi. Et quand on trouve une voix qui commence à résonner en soi, qui nous titille, ben, il faut la suivre, même si ta maman, genre moi, la mienne, qui me dit: «Oh là là, mais comment tu vas faire en vivant qu'avec un mi-temps éducation nationale?» Parce que oui, la première année, ben, on sème juste des graines et ça arrive que la deuxième année, bon, j'ai gagné un peu de sous-sous, d'argent de poche la première année et ça a décollé la deuxième année, quoi. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'écouter son cœur aussi parce que c'est plus simple. Bah, sauf si on peut être, satisfaite, comme tu disais, d'un travail assez routinier pour se libérer la tête, ça c'est génial aussi, mais moi, c'est pas mon cas. Et puis l'autre point, c'est que, ben, ne pas négliger le côté, marketing. Parce que c'est bien beau d'être formé à un métier, mais si on ne sait pas le rendre visible, comme je dis, ça sert à rien. C'est pour ça que dans la formation, j'ai 4 grands domaines. Les connaissances pour, le développement de l'enfant et vraiment répondre aux problématiques éducatives. Le marketing, mais alors je ne les forme pas de A à Z au marketing, mais au moins ils ont toute la liste de ce qui serait bien de faire un jour dans leur vie. Il y a aussi la formation adulte et l'APP, analyse des pratiques, professionnelles pour travailler en crèche. Et puis, ben, le quatrième domaine, c'est vraiment posture et stratégie d'accompagnement parental parce que même moi, si j'avais mon doctorat en psychologie du développement de l'enfant, ben, j'ai eu la curiosité justement de me dire, bah, tiens, c'est quoi accompagner l'autre quand on est en face à face, quelles sont les techniques connues, l'écoute active, voilà ces choses-là. Donc, il y a aussi ce module-là. C'est ça, mais j'avais vu effectivement, le programme de la formation du coup est en ligne, sur ton site pour les personnes que ça intéresse et je mettrai le lien du site dans la description de l'épisode, comme ça il y a tout ce qu'il faut. Et j'avais vu dedans qu'effectivement tu avais un point dans chaque module sur, la partie, marketing, communication, comment trouver ses clients et cetera et finalement, je me rends compte, moi après, 5, bientôt 6 ans à mon compte, que c'est pas forcément les meilleurs professionnels qui ont le plus de clients, mais c'est ceux qui sont le plus visibles et que parfois il y a des gens qui font pas forcément un travail exceptionnel, mais qui ont beaucoup de clients, et d'autres qui vont vraiment se donner corps et âme, et ce qu'ils font, c'est parfait, mais juste, ils sont pas visibles. Et donc être entrepreneur, c'est et être bon dans le domaine dans lequel on travaille, hein, forcément, c'est mieux, mais c'est aussi être un bon communicant et être vu, et c'est des points qu'on connaît pas forcément et auxquels il faut se former. Donc soit, voilà, si ça fait partie d'une formation qu'on suit, soit de façon autodidacte si on préfère, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas ignorer parce que on est aussi, voilà, chef d'une entreprise. Il faut bien que cette entreprise vive et grandisse et se développe et perdure, quoi, si on veut que son activité dure aussi dans le temps.
Et en tant que prof, on ne sait pas, c'est drôle, mais je disais au départ, «Ouah, je vais encore dépenser tant de sous pour, cette formation» et maintenant je dis: «Je vais investir». C'est de l'investissement, quoi. Je monte en compétences et voilà, comme quand on se forme et ça change tout d'être formé et d'être accompagné. Avant, je courais, la première année à tous les petits accompagnements gratuits, et ça avait aucune cohérence, aucun sens et puis jusqu'au jour où j'ai dit: «Bon allez, je mets mes sous-sous, que j'ai déjà gagnés dans cet accompagnement marketing» et ça a tout changé. Bah, c'est qu'en fait, il faut vraiment penser là où on met son argent, mais si on le fait en connaissance de cause et avec un objectif, si on fait bien ses calculs, normalement, ce qu'on investit là, c'est pour que ça nous serve plus tard et que donc ça permette de développer un nouvel axe ou d'avoir voilà, plus de clients ou de monter ses tarifs ou ce genre de choses. Et effectivement, c'est pas évident, surtout au début, et donc on gagne du temps quand quelqu'un nous montre la voie et l'a fait avant nous et nous explique à quoi ça va vraiment servir et pourquoi c'est intéressant de le faire rapidement pour pas voilà, avoir des phases où tu te dis j'adore mon métier mais ça marche pas. Parfois c'est pas que ça marche pas parce qu'on n'est pas bon, c'est juste que ça marche pas parce que personne sait ce qu'on fait et donc on n'arrive pas à trouver de clients. Exactement. Est-ce que sur du long terme, toi, tu t'imagines rester avec ces deux mi-temps ou est-ce que dans une petite part de ton esprit, il y a une période à laquelle tu t'imagines glisser 100% à ton compte, par exemple, ou revenir 100% éducation nationale, mais celle-là, j'y crois assez peu, je t'avoue. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Bon, en fait, c'est simple, tous les ans, je suis obligée de demander mon mi-temps et là, cette année, j'ai presque envie d'avoir un courrier qui me dise: «Votre mi-temps ne sera pas renouvelé». Parce que, ben, oui, j'aspire à faire ça à 100%, quoi et je sais que financièrement ça tient donc mais alors c'est très rare que je sois pas proactive dans mes décisions, mais là, je laisse un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, les hasards, le destin, j'y crois pas trop parce que moi je mets tellement d'actions pour que je Oui, tu je provoques ton construise, destin. voilà, mon avenir. Mais l'avenir me le dira, voilà, l'avenir. C'est ça. Moi, je serais curieuse que, une fois que l'avenir te l'aura dit, je serais curieuse que tu viennes me le dire. D'accord, je te le dirai. Et pour finir, comment compléterais-tu la phrase? Toi, tu peux presque pas la compléter au final, mais avant j'étais prof, aujourd'hui je suis. Eh ben, écoute, j'y ai réfléchi et du coup, je vais te dire qu'avant, je n'étais que prof à aider des élèves et aujourd'hui, j'aide des enfants et leurs familles à remplacer pleurs et crises par des sourires et des bonheurs. Si ça donne pas envie. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas été ou qu'on n'a pas approfondi que tu voudrais ajouter ou détailler? J'ai pas l'impression, hein, on a vraiment, travaillé énormément, sur plein de sujets. Peut-être insister, sur le fait que, ce que j'aime dans mes nouvelles activités d'accompagnement parental et formatrice, c'est vraiment la variété avec la liberté de donner une coloration à cette variété. Je choisis comment, mener mes entretiens, quand, sur quel créneau les mettre, donc ma liberté d'emploi du temps. Les ateliers thématiques parents, c'est moi qui propose les thèmes. Bon, bah, si on m'en propose et que ça me plaît, je dis oui, mais si ça me plaît pas, je peux dire non, je pense. Voilà, c'est cette liberté de choix, Bah voilà, comme ça, la boucle est bouclée, on a fait un vrai bon tour. je crois. Mais merci beaucoup. Si jamais, parmi les personnes qui écoutent, il y en a qui, sur la session de novembre, rejoignent ta formation, qu'ils n'hésitent pas à me le dire et à se manifester entre eux parce que ça se trouve, ils seront plusieurs auditeurs et auditrices du podcast. Du coup, c'est sympa pour avancer ensemble, je trouve. Et j'espère que tout se passera pour le mieux. Et puis d'ici là, je te souhaite le meilleur dans toutes tes activités, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de belles aventures. Et puis, merci d'avoir répondu en toute transparence à toutes les questions que j'ai pu te poser et elles ont été très nombreuses aujourd'hui. Merci Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!